Et puis à nos côtés, 2 auteurs qui vont nous raconter leur vie, leur déconstruction avant leur reconstruction. C'est ce qui nous intéresse au bar de l'économie, la capacité et le temps pour l'être humain à se comprendre pour rebondir et faire de grandes choses professionnellement ou personnellement. Je le précise car c'est exceptionnel que je fasse venir des auteurs qui racontent leur vie, mais il y a beaucoup de jeunes en souffrance qui vont se retrouver dans vos 2 cas, ou des parents qui seront sans doute heureux d'avoir de l'aide par vos 2 histoires. Alors Alban Bourdi, bonjour. Bonjour Florence, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes l'auteur d'un livre Espèce de surdoué, publié aux éditions Dédicace, car dans les années 85-90, vous êtes diagnostiqué surdoué, on dit précoce souvent maintenant. Vous êtes conférencier sur les thèmes de la surdouance. D'ailleurs, vous nous expliquerez ce que ça veut dire pour vous. Et puis vous êtes fait des conférences aussi sur l'hypersensibilité et l'embrigadement sectaire, des thèmes que vous abordez d'ailleurs dans votre livre, bien sûr, puisque vous parlez de votre expérience personnelle. Actuellement, il y a beaucoup d'enfants diagnostiqués précoces ou surdoués, et face aux institutions, c'est difficile de s'intégrer. Vous avez écrit plusieurs livres, un par exemple qui s'appelle Autopsie d'un enfoiré, en tout environ une dizaine de livres, mais aussi des pièces de théâtre. Et puis vous avez ouvert un magasin sur Marseille, et vous êtes président de Surdouessence, l'association que vous avez créée. Et enfin, à nos côtés, Michel Zaccaro, bonjour. Bonjour Florence, bonjour à tous. Vous êtes l'auteur d'un livre, Je suis tel que vous m'avez défait. Et tout de suite, on passe la parole à Alban Bourdi, comme je vous ai dit en introduction. Alban Bourdi est l'auteur d'un livre, Espèce de surdoué, publié aux éditions Dédicace. Alors, Alban Bourdi, vous commencez votre roman. D'ailleurs, vous racontez finalement votre vie par le menu détail dès votre naissance, qui déjà a été difficile. Moi, j'ai une question tout d'abord à vous poser. Ce roman, vous l'avez écrit au fil des années ou bien c'est un effort de mémoire que vous avez fait très récemment ? Non, c'est pas écrit au fil des années, c'est un effort un effort de mémoire, oui. Enfin, je me suis replacé vraiment et c'était très facile pour moi, surtout dans la partie où j'ai 8 ans environ, parce que c'est un âge qui a été très déterminant, duquel j'ai eu du mal à m'extraire, on va dire. Je suis resté toujours un petit peu dans c'est-à-dire avec ces goûts-là et cette manière de voir la vie que j'avais à cet âge-là. Donc c'était un petit peu un instantané. Après, je l'ai écrit il y a quelques années, c'est-à-dire toute la partie où j'ai 8 ans a été écrit indépendamment du reste du récit, alors que le reste du récit a été écrit chronologiquement pour écrire l'autobiographie. En fait, on m'avait sollicité pour faire ça, parce que quand j'ai commencé à faire les premières conférences, on m'a dit, mais ce qui serait bien, surtout que tu es écrivain, donc ça serait que tu écrives vraiment ton histoire et plus du roman, parce que surtout que j'écrivais des autofictions, donc souvent j'écrivais mon histoire, mais de manière romancée. Oui, comme j'ai dit en introduction, vous avez oui. déjà écrit plus de 10 livres, voilà. Et puis vous avez fait aussi des pièces de théâtre, enfin plein de choses vous avez fait dans votre vie. Dans votre jeune vie. Et donc là, c'était effectivement l'idée de décrire tout mon parcours, donc chronologiquement comme ça, mais il y a vraiment la partie des 8 ans, celle qui est la plus développée, on va dire, dans le livre, parce que qui est centrale dans ma vie et dans mon parcours, qui a été décisive. Celle-là, je l'avais écrit, en fait, porté vraiment comme ça à partager la vision du monde que j'avais, et je l'ai écrit petit à petit il y a quelques années. Et ça, c'est inséré dans un récit, sinon qui est plus... Voilà, parce qu'en fait, l'intérêt de votre livre, c'est que, je rappelle le titre, Espèce de surdoué, vous racontez par le menu détail toute votre vie. En fait, on vous a diagnostiqué surdoué, à quel âge, et quel fut le résultat du test de QI que vous avez subi ? Alors c'est quand je suis rentré à l'école primaire, en fait, donc j'avais pas tout à fait 6 ans parce que je suis né au mois d'octobre, donc en septembre j'avais 5 ans et demi, quoi. Hein. Et j'avais appris à lire et à écrire tout seul. Il y a quelques années avant, quand j'avais 3-4 ans, on s'était aperçu comme ça que je savais lire et écrire. Dès la maternelle, vous saviez déjà lire et écrire, vous avez tout de suite... Oui. Mais ça s'était pas su parce qu'on l'apprenait pas à ce moment-là à maternelle à lire et écrire. Puis en plus, j'ai très peu fréquenté l'école maternelle. Je commençais toujours les années, puis bon, je les finissais pas. Donc on s'en est aperçu. Pour vous, c'était un supplice l'école finalement. Ah oui. L'école maternelle, surtout parce qu'on nous faisait dormir, on nous faisait faire la sieste et ça, pour moi, c'était insupportable parce que déjà j'avais du mal à dormir la nuit. Alors en plus, on nous faisait dormir la journée. Donc il faut dire que vous, dormir, c'est un problème. D'ailleurs, ça vous suivra jusqu'à assez tard à cause des cauchemars, vous dites. Oui, à cause des cauchemars et puis aussi une certaine peur de l'arrêt de l'activité cérébrale parce que toujours chercher à toujours comprendre les choses, à toujours apprendre. On va tout de suite poser quand même la situation, c'est qu'on vous détecte un cerveau, enfin un QI de 160, ce qui est énorme, c'est ça ?
Oui, enfin 150. Ou 150. Oui, parce que 160, bon, c'est le maximal. Ça dépend des tests. Il y a des tests où ça va jusqu'à 180, le test américain notamment. Mais donc quand je rentre à l'école, on s'aperçoit que j'ai appris à lire et à écrire tout seul. Donc au début, on n'y croit pas trop. On pense que c'est mes parents qui m'ont forcé. On pense que qui vous ont appris à lire, comme font certains parents. Enfin, le directeur d'école n'y croit pas trop. Et finalement, on m'oriente au CMPP, donc pour un accompagnement psychologique. Et là, on me fait passer un test de QI, effectivement. Et donc là, on me sort un chiffre, mais sans explication en plus à l'époque, parce que maintenant, je pense que c'est bien plus expliqué, déjà bien plus détecté. À l'époque, bon, j'étais le seul dans ce cas-là dans l'école, et puis c'est ce que je dis souvent, il a fallu attendre que j'ai 30 ans pour rencontrer une autre personne qui m'a dit qu'elle avait été détectée, elle aussi, surdouée. Dans les 30 premières années de ma vie, je n'ai absolument rencontré personne qui dans a votre été détecté. cas, parce qu'en plus aussi. vous êtes enfant unique, donc vous n'avez pas ni frère ni sœur, donc finalement assez solitaire, personne à qui parler, à part vos parents qui quand même vous ont toujours soutenu, il faut le dire. Oui. Vous n'avez pas été laissé tomber comme peuvent l'être certains. Et vous dites d'ailleurs que les autres vous traitent de bêtes curieuses. Oui, j'étais le surdoué, donc les gens venaient me voir toujours comme ça. J'avais les plus grands, enfin disons que je connaissais pas, qui ne voient rien voir, c'est le surdoué, donc. J'étais un peu l'attraction vraiment de l'école, puis ça s'est continué après en plus au collège. Alors en fait, vous, ce qui est caractéristique, c'est que finalement votre cerveau s'arrête jamais. C'est ça que vous dites dans le livre, et du coup vous développez plein de passions dès l'âge de 5 ans. La première, c'est d'abord vous posez beaucoup de questions, puis vous vous passionnez donc dès 5 ans les animaux, le jazz, l'histoire de France. Pour un enfant de 5 ans, c'est pas courant de s'intéresser à l'histoire de France. Et donc en fait, c'est ça qui vous empêche de dormir, c'est que votre cerveau s'arrête jamais. Oui, et puis il y a une certaine de peur de passer à côté de quelque chose. Enfin, ça c'est un peu bizarre, mais bon, c'est peut-être lié aussi au cauchemar. Difficile à dire exactement quoi, mais c'est vrai qu'il y a une peur de lâcher, une peur de s'arrêter, comme si c'était qu'il fallait rester dans le train, quoi. Et puis une peur de si tu veux, les absences me faisaient un petit peu peur, quoi. Donc il fallait toujours qu'il y ait quelque chose qui se passe, apprendre quelque chose de nouveau, comprendre. Voilà, ça, comme s'il y avait un but, mais ça c'était surtout à l'adolescence, un but de vraiment tout comprendre. Et est-ce que ça maintenant vous l'avez toujours, cette volonté de vouloir apprendre, comprendre, tout savoir? Non, heureusement, parce que sinon je hein. serais devenu vraiment fou, parce qu'à l'adolescence c'était vraiment un état de burn-out intellectuel à ce niveau-là, et si j'avais pas vraiment lâché et que je m'étais pas retrouvé dans des conditions où vraiment c'est comme si j'avais mis en veille un peu tout l'intellect, et si j'avais pas fait ça, non, ça tournait vraiment à la... Donc à un moment donné, ça s'est arrêté. C'est vous qui avez décidé. Comment vous avez fait? Non. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai quitté donc le lycée. Donc j'avais 15 ans, j'étais en terminale, parce que j'avais un an d'avance. Après, qu'on m'a fait sauter une classe, quand on a détecté surdoué, on m'a passé directement CE1. Donc, et comme je suis de fin d'année, donc voilà, j'avais 15 ans et j'étais en terminale. Et donc j'ai quitté l'école un petit peu avant mes 16 ans, et donc je me suis retrouvé, en plus j'ai toujours habité en ville, jusque-là j'étais région parisienne à la base, et puis là j'étais à Avignon, et donc je me suis retrouvé ma mère venait d'être mutée, elle travaillait à la poste en montagne, et je me suis retrouvé dans les Alpes, et dans un tout petit village et tout ça, donc ça a complètement changé ma vision de voir le monde, parce qu'il y avait plus l'école qui était pour moi facteur de stress toujours beaucoup, il y avait plus le regard des autres, parce que j'étais tout seul dans un village. Et ça vous a permis de faire une pause, finalement. Il n'y avait plus l'agitation autour, il y avait le silence, la montagne. Donc on peut dire que ça a été salutaire pour vous? Ah, complètement, parce que là j'étais vraiment en train de me noyer dans beaucoup de stress, et puis dans un fonctionnement hyper cérébral, hyper intellectuel. Et à ce moment-là, en plus, ça a été flagrant au niveau corps aussi, parce que j'avais 15 ans, 16 ans après, mais... Ça, vous le montrez très bien d'ailleurs dans votre livre. Vous dites que finalement à l'école, vous avez été un peu le souffre-douleur, vous êtes fait taper, vous avez été harcelé, enfin vous avez tout subi à l'école, parce que c'était l'ambivalence, une précocité et une maturité intellectuelle même par rapport à vos parents, vous dites d'ailleurs dans votre livre, mais par contre vous aviez un aspect physique beaucoup trop jeune, parce que vous êtes très grand, nos auditeurs ne vous voient pas, mais vous êtes très grand, mais en fait à l'époque vous aviez l'air d'un bébé, alors que vous aviez 1 ou 2 ans d'avance. Oui, déjà j'avais 1 an et demi d'avance du fait d'être né en fin d'année, et en plus j'avais un retard de croissance. Et les deux cumulés. Et j'étais très pâle, enfin quand je me vois, on me voit pas en bonne santé, quoi, sur les photos comme ça. Donc j'étais vraiment, je paraissais très faible, chétif, et très jeune et très... Donc impossible de s'intégrer dans ces cas-là, vous dites, à l'école. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à des jeunes qui seraient dans votre cas et qui nous écoutent pour mieux s'intégrer à l'école? Est-ce que finalement d'avoir sauté une classe, c'était un bon choix?
Qu'est-ce que vous en pensez ? Je sais pas trop dire si c'est un bon ou un mauvais choix. C'est vrai que j'aurais voulu continuer le CP, surtout parce que je m'y plaisais bien à ce moment-là. J'aimais beaucoup l'institutrice, mais je me serais très ennuyé toute l'année parce qu'on aurait appris à lire et à écrire effectivement, et je savais déjà. Donc je me serais très ennuyé. Donc je sais pas si c'est un bon choix. Après, c'est vrai que c'était pas évident d'avoir un an d'avance, et ça m'a surtout quand elle est entrée en 6e, quand j'ai été vraiment harcelé et maltraité par les autres élèves. Si j'avais eu un an de plus, ça se serait moins passé comme ça. Donc il y a du bon et du mauvais. Pour autant, je peux pas dire que ça soit quand même un mauvais choix, parce que c'est vrai que je me serais très ennuyé tout le long du CP, ça aurait servi à rien. Donc finalement, il valait mieux sauter une classe. Oui, je sais pas. Je pense que chacun est un peu différent, mais c'est vrai que, je connais surtout maintenant des enfants. C'est vrai qu'à qui on fait sauter 2-3 classes maintenant, parce que ils ont des capacités intellectuelles très fortes, mais c'est vrai qu'après ça fait un gros décalage. Et les enfants ont du mal à le vivre comme ça, donc après ils vont souvent dans des écoles à la maison, comme j'ai pu faire aussi. Des écoles spécialisées, oui, ou alors à la maison, oui. Effectivement, comme vous avez fait, parce que vous avez quitté en fait le lycée en pleine année scolaire. En terminale, oui. Donc, mais déjà, en première, déjà j'y allais presque pas. J'y allais vraiment de temps en temps. J'étais vraiment absent. Et puis vous avez repassé votre bac en candidat libre. Oui. Alors vous parlez dans votre livre de la douance intellectuelle. Qu'est-ce que c'est ? Expliquez-nous. C'est simplement le fait d'être surdoué, c'est-à-dire d'avoir un QI supérieur à la norme, supérieur à la norme, c'est-à-dire dans la fourchette vraiment au-delà de 130, puisque c'est là qu'on parle vraiment de caractéristiques spéciales, donc qu'on appelait surdoué. Donc quand j'étais enfant, il diagnostiqué surdoué. Maintenant, on va parler de précocité ou d'eau potentielle. Et donc après, c'est le fait d'être surdoué. Alors après, il y a plusieurs noms, vrai. Il y a plusieurs noms. Expliquez-nous comment fonctionne un cerveau pour qu'on comprenne, nous qui nous sommes des êtres humains avec un QI beaucoup plus bas. C'est-à-dire, vous apprenez beaucoup plus vite que les autres, vous comprenez tout plus vite, ou est-ce qu'il y a des choses que vous compliquez aussi pour comprendre comment ça se passe ? Ah oui. Alors, moi, je peux parler surtout de l'enfance, parce que c'est vraiment dans l'enfance que j'ai vu la différence, on va dire. Tout était appris très rapidement, un peu comme... c'est-à-dire, c'est comme quand j'ai appris à lire et à écrire, un peu par imprégnation. C'est-à-dire, on voit les choses écrites autour de nous comme ça, et au bout d'un moment, on finit par savoir la correspondance aux mots et voilà. Tout ça. C'est pas un apprentissage comme ça petit à petit. C'est une espèce d'imprégnation de choses qui s'apprend comme ça. Donc ça se fait intuitivement, finalement, c'est ça que vous nous dites. Intuitivement. Et ça va beaucoup plus vite, bien sûr, que chez nous, qui avons ça va très vite. Plus et par contre, ça peut compliquer, parce que comme on se pose toujours énormément de questions, si on prend l'apprentissage traditionnel, c'est-à-dire apprendre petit à petit, apprendre par cœur, on va se poser des questions sur chaque détail, sur chaque virgule, et finalement on va compliquer des choses qu'on n'arrivera plus à comprendre parce que et donc nous, si on est aidant ou adulte, en fait, à la limite, pour aider les enfants comme ça, il faudrait les aider à simplifier. C'est ça ? À simplifier. Oui, je pense qu'on a toujours besoin, c'est sûr, de simplifier, parce qu'il y a trop propension à tout compliquer, à tout questionner. Mais c'est surtout de laisser faire, je pense, petit à petit, et d'essayer par rapport aux enfants, en tout cas, de ne pas leur faire apprendre par cœur, relire et relire. Par exemple, moi, j'apprenais un texte, je le lisais une fois, je le connaissais par cœur. Et ça, quand j'ai fait du théâtre aussi, à l'adolescence et après, au jeune âge, quand j'ai passé le bac, par exemple, c'était un bac théâtre, et il y avait donc le texte de Platonov, et donc ils avaient toute l'année étudié Platonov, c'était le programme de la classe théâtre. Moi, je suis arrivé la veille, on m'a dit que c'était Platonov, je l'avais pas lu. Et je devais le jouer le lendemain, et je devais faire une étude dessus. Et je l'ai lu donc dans la soirée, et le lendemain, je savais le texte. Et j'ai fait une explication, voilà, comme ça, un peu intuitive, mais c'est une des meilleures notes que j'ai eues au bac au final. J'ai eu 13, et dans les autres, la plupart, j'ai eu 9, entre 9 et 11. Et ce texte, je suis sûr que si je l'avais appris par cœur, parce que j'avais déjà vu ça quand j'ai fait du théâtre aussi plus jeune, plus je le récitais, et je me posais des questions, oui, mais alors pourquoi et pas où, pourquoi. Et donc, du coup, je finissais par me noyer dedans et ne plus comprendre du tout le texte et plus le connaître par cœur. Vous êtes un enfant des nouvelles technologies, puisque vous êtes jeune, donc vous avez connu donc les Game Boy, les jeux vidéo, l'ordinateur. Est-ce que ça vous a aidé ou au contraire non? Qu'est-ce que vous en pensez? Tout ce qui est console, j'ai très peu pratiqué, vraiment, parce que c'était pas trop mon univers. Après, l'ordinateur, oui, c'est vrai que j'ai eu la chance à la maison. On a eu un ordinateur avec un logiciel de traitement de texte quand j'avais 8-9 ans. Donc, c'est vrai que c'était assez simple pour moi d'apprendre comme ça.
Après, je sais pas si ça a facilité, mais c'est vrai que j'ai toujours eu des facilités, en tout cas, à comprendre. Mes parents comprenaient pas, d'ailleurs, parce que je lisais pas. Eux, ils déchiffraient la notice. Et moi, j'arrivais déjà à faire fonctionner l'appareil comme ça, sans. Mais... Alors, il y a deux choses dans votre livre qui, je trouve, ressortent beaucoup. C'est la solitude et les femmes. Hein Donc, mais les femmes elles vous ont toujours, aidé ou enfoncé quand vous avez été entraîné dans cette secte, parce que vous étiez tombé amoureux d'une femme. Donc, pour une femme, vous êtes même rentré dans une secte, c'est quand même incroyable. Et puis, vous en êtes sorti grâce à une autre femme, justement. Ça, c'est aussi formidable. Et c'est ainsi d'ailleurs que c'est grâce aux femmes que vous avez commencé à faire des conférences et à parler de ce qui vous arrivait, parce qu'en plus vous avez développé quelque chose d'extraordinaire. C'est une extrême sensibilité, mais alors vous, c'est aux odeurs. Il y en a certains, ça peut être à autre chose. Vous, c'est les odeurs. Oui, oui. Enfin, l'extrême sensibilité, elle est aussi aux émotions, oui, mais aux émotions et aux odeurs. Oui. Deux extrêmes sensibilités. Et un jour, à 18 ans, votre cerveau il dit stop. Oui, au niveau, oui, enfin, c'est ce que je racontais tout à l'heure, ça, oui, c'est que le cerveau, effectivement, quand je me suis retrouvé là dans les Alpes comme ça en montagne, j'ai réussi à dormir sans faire de cauchemar. Et je me suis mis à pousser d'un seul coup, donc de 20 cm en quelques semaines, et puis d'un seul coup, j'ai trouvé une paix qui m'a fait voir les choses de manière beaucoup plus posée et comprendre la vie un petit peu, parce que c'est-à-dire jusque là, j'avais l'impression que c'était une course, qu'il fallait tout comprendre comme si c'était un genre d'une espèce de challenge. Et en plus, vu le regard qu'on me donnait, qu'on me mettait toujours comme quelqu'un qu'on stigmatisait comme faible, comme tête de turc ou tout ça, j'avais vraiment l'impression que j'allais pas survivre, que j'étais pas adapté à ce monde-là. Oui, parce que vous en êtes sorti tout seul, vous ne vous êtes pas fait aider par des psychologues spécialisés, vous avez fait votre chemin tout seul. Oui, enfin, c'est-à-dire en plus quand on m'a orienté, c'est-à-dire à l'école, il m'avait obligé à prendre des rendez-vous, par exemple avec un psychiatre, mais il avait fini par me dire au bout de 3 séances, écoutez, je vois pas ce que je peux faire pour vous, et puis voilà, c'était. Bref, il y connaissait rien. Oui, puis il comprenait pas. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a un peu un côté ambivalent, c'est-à-dire que comme on est c'est-à-dire même en allant très mal, j'étais toujours capable de tenir un langage très assez structuré, réfléchi, je pense, ou tout ça. Donc, lui ne voyait pas vraiment une détresse particulière dans ce que j'étais, mais c'est parce que moi-même, je savais pas trop la verbaliser, puis j'avais peut-être pas trop envie de la montrer non plus. Donc, je donnais bien le change. Quoi. C'est peut-être difficile à verbaliser quand on est enfant et même jeune ado. C'est difficile, je pense, à verbaliser. Oui. On sait pas trop, on n'a pas de référence, on n'a pas de repère. Hein. Oui, puis en plus, ce truc-là faisait, je l'ai compris surtout après, quand j'ai vu qu'on pouvait vivre différemment, qu'on pouvait vivre de manière beaucoup moins stressante et sans être. Mais bon, c'est un petit peu ça. Enfin, quand je vois les témoignages, c'est un peu toujours dans l'adolescence. On a toujours l'impression que les choses prennent une proportion folle. On a toujours l'impression que tout est horrible, qu'il y a du danger, qu'on est scruté en plus. Enfin, et finalement, bon, après, quand on arrive à l'âge adulte, on se rend compte que la vie est pas si terrifiante. Et alors, du coup, finalement, c'est grâce à une de vos amies qui vous dit, finalement, faut en faire un métier de votre état. Et vous créez, vous commencez à faire des conférences, puis vous créez cette association je vais y arriver, Surdouessence, oui. Voilà. Donc, pour aider les autres jeunes ou moins jeunes qui ont connu les mêmes événements que vous. Oui, c'est arrivé en fait assez spontanément. C'est que c'était écrit sur la 4e de couverture du premier livre donc qui a été publié, qui s'appelait Chute ascendante, c'était écrit dessus que j'avais été diagnostiqué surdoué à l'enfance. Et donc j'ai commencé à avoir beaucoup de gens qui m'ont parlé de ça, qui m'ont fait quand j'allais sur des salons, des dédicaces ou par Facebook, des gens qui me faisaient remonter des témoignages là-dessus. Et alors que moi, je pensais plus du tout à ça, même ça. Il faut dire qu'entre 20, quand je suis sorti de l'école jusqu'à 30 ans, oui, je savais que j'étais détecté surdoué, mais c'était quelque chose auquel je pensais plus du tout. Et là, le fait que ça soit écrit dans ma biographie de la 4e de couverture du premier livre, ça a fait que là, j'ai eu donc pour la première fois des gens qui étaient détectés surdoués et qui me le disaient que je rencontrais. Et donc, on me parlait de ça et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de grandes souffrances, de gens qui se sentaient seuls au monde, qui avaient l'impression que rien n'était fait pour eux, qu'ils étaient complètement en décalage et qui aspiraient donc à se rencontrer et puis à avoir des informations là-dessus. Et voilà, c'est pour ça en fait qu'est venue la première idée instinctive comme ça un matin, instinctive, un peu une espèce de fulgurance où je me suis dit je vais faire une association, on va organiser un événement comme ça pour que les gens se rassemblent et pour
pour mettre des conférences et des rencontres autour de ce sujet-là. Alors donc, si on est donc surdoué, précoce ou haut potentiel, comment peut-on vous contacter? Comment on fait? Sur le site surdouessence.fr, sinon il y a toutes les coordonnées en bas de la page d'accueil, et sinon par les réseaux sociaux, sur Facebook ou autre, ou à la page Surdouessence, la page de l'association, ou à ma propre page. Voilà. Parce que vous dites d'ailleurs en conclusion, vous dites que ce qui vous a porté dans les conférences, c'est de me dire qu'il faut y aller, qu'il faut m'exposer pour aider les autres à en parler, à sortir, à mieux s'assumer. On simplifie toujours sa vision, on croit toujours que tout le monde est comme soi. Voilà, donc je pense que moi j'invite tous les gens qui ont envie de se renseigner sur qu'est-ce qu'un surdoué ou un haut potentiel ou un précoce, d'acheter votre livre. Je rappelle qu'il est édité aux éditions, j'ai un trou de mémoire, Dédicace. Vous allez m'aider. Dédicace, voilà. Et donc, et à lire donc pas à pas, parce que c'est quand même un bon guide pas à pas de voir l'état d'un enfant, puisque finalement chaque chapitre c'est un peu une année de vie, on va dire. Oui, c'est un petit peu plus développé dans les années d'enfance, mais voilà. Oui, mais c'est quand même bien un bon repère. Et donc, merci beaucoup pour avoir écrit cet ouvrage, votre témoignage, Alban Bourdi.